Donc, on va faire juste l'essentiel de la norme et on va essayer de ressortir avec des points essentiels euh, autour de la qualité, autour du management de la qualité. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par une petite présentation. Donc, c'est Dr Haghini Salim, pharmacien de formation, spécialiste et ancien maître assistant en toxicologie, actuellement responsable d'un laboratoire de biologie médicale sur Alger. Comme deuxième domaine d'activité, je suis titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en management de la qualité et responsable d'équipe d'évaluation, évaluateur technique et qualité pour la norme ISO CUI 17025 pour les deux versions, la version 2005 et la version 2017, et évaluateur et expert technique pour la norme ISO 15189, la version 2012, auprès de l'organisme algérien d'accréditation, Algérac. Donc, on va essayer de traiter notre sujet aujourd'hui. J'ai essayé de traiter selon trois axes. Le premier, c'est l'accréditation, sa définition, la différence avec la certification que nous avons vu déjà sur le précédent webinaire. On présentera les enjeux et les avantages pour un laboratoire de biologie médicale d'être accrédité. Le second axe, c'est la norme ISO 15189 à proprement parler. De quoi s'agit-il et quel est son contenu? Le dernier axe, c'est une présentation de quelques points essentiels, c'est les valeurs mêmes d'AQN liées à la norme et qui sont importantes pour notre communauté, à savoir l'approche processus, le système de management de la qualité, un petit rappel sur le manuel qualité et la politique qualité pour les laboratoires de biologie médicale en général. On finira par un petit bonus, on essaiera de résumer la situation en Algérie et on essaiera de concrétiser un petit résumé qu'il faut faire pour les futurs, Inch'Allah, responsables de management de la qualité. Donc, j'ai choisi de commencer par deux interrogations pour rappel. La première, qu'est-ce que la certification? La certification, c'est une procédure par laquelle un organisme indépendant donne une assurance écrite qu'un produit, processus ou service est conforme à des exigences spécifiées. La plus connue, c'est l'ISO 9001, la certification ISO 9001. À la différence, la deuxième interrogation va porter sur l'accréditation. L'accréditation est une procédure selon laquelle un organisme faisant autorité fournit une reconnaissance formelle qu'une organisation est compétente pour réaliser des tâches spécifiques. L'accréditation est donc une attestation délivrée par une tierce partie à un organisme réalisant des contrôles dans les domaines spécifiés, tels que les laboratoires de biologie médicale. L'accréditation est également une démarche importante pour les équipes de laboratoire pour valoriser leurs compétences et pour démontrer les performances techniques analytiques et la maîtrise des activités pré- et post-analytiques. Donc, l'accréditation et la certification sont deux niveaux de reconnaissance différents, mais malheureusement souvent confondus. La certification permet d'établir au regard d'exigences spécifiées la conformité, on insiste bien sur le mot conformité, d'un produit, service ou personne. L'une des plus connues, on a cité tout à l'heure, c'est l'ISO 9001. L'accréditation, non seulement valide l'organisation du laboratoire, mais également va définir, comme précédemment, va garantir la compétence du laboratoire à rendre des résultats de biologie médicale fiables. Ce niveau supplémentaire apporté par l'accréditation permet donc de garantir la confiance des utilisateurs pour le laboratoire, et on entend par utilisateur généralement les patients et les prescripteurs, sur les services de laboratoire de biologie médicale en termes de fiabilité, de performance généralement. L'accréditation va dépendre d'un certain nombre d'éléments. Tout d'abord, l'agence d'accréditation et l'organisme accréditeur. En Algérie, c'est l'organisme algérien d'accréditation. Elle est également appelée Algérac. D'autres organismes existent au niveau international pour délivrer des attestations d'accréditation des laboratoires à travers le monde. Le deuxième élément, c'est la norme choisie par le laboratoire. Il faut savoir qu'un laboratoire peut être accrédité selon deux normes. L'ISO 15189, notre sujet d'aujourd'hui, pour les laboratoires de biologie médicale, et l'ISO 17025, les laboratoires d'analyse et d'essai. Donc, ces deux points sont très importants par rapport, c'est des éléments fondamentaux dans un processus d'accréditation. Le troisième élément, c'est les évaluateurs.
Généralement, une équipe d'évaluation est désignée par l'organisme accréditeur. Elle est constituée de spécialistes ou d'experts du domaine, c'est-à-dire vous serez évalué par des pairs. Le dernier élément, c'est les utilisateurs par la suite. Dès lors qu'un laboratoire est accrédité, il est donc reconnu compétent pour les examens présentés. Dans le cas d'un laboratoire de biologie médicale, la reconnaissance porte à la fois sur l'examen, la matrice de l'échantillon, on parle de sang, urine, LCR ou autres, la méthode analytique, mais aussi la maîtrise du pré-analytique et du post-analytique. Maintenant, c'est ce qu'une portée d'accréditation devra définir. Une portée d'accréditation va définir tout cet ensemble. L'examen, la matrice et la méthode analytique utilisée, avec une maîtrise du pré-analytique et du post-analytique. Maintenant, une question s'impose, pourquoi l'accréditation? Les laboratoires de biologie médicale, qu'ils soient privés ou étatiques, doivent prouver par l'accréditation leurs compétences, leur impartialité, leur indépendance, leur transparence, leur confidentialité, tout ceci dans un cadre international harmonisé. Sur les scènes nationales et mondiales, l'accréditation est considérée comme la preuve irréfutable de la compétence technique. L'accréditation permet donc de gagner la confiance du public, c'est un atout sur le plan marketing. Elle permet de se démarquer de la concurrence en valorisant son savoir-faire, sa prestation, son produit ou service, son origine ou son innovation. C'est un point de repère en matière de performance. Quand on dit tel laboratoire est accrédité, ceci constitue pour les autres laboratoires prescripteurs aux patients un point de repère pour la compétence. Ça permet aussi une acceptation plus facile des données que les laboratoires en ont obtenues, surtout pour la prise en charge médicale et le diagnostic clinique. Ça permet aussi une réduction du nombre de contrôles. Pour un laboratoire accrédité, une seule analyse, un seul essai, un seul rapport compte rendu qui sont reconnus partout, ce qui constitue un gain financier énorme pour les patients et les caisses d'assurance sociale des êtres. Maintenant, qu'est-ce qu'une norme ISO? Une norme ISO est un cadre de référence qui vise à fournir des lignes directrices, des prescriptions techniques ou qualitatives pour des produits, services ou pratiques ou services de l'intérêt général. Les normes sont le fruit d'une élaboration collective entre professionnels et utilisateurs. Généralement, c'est des experts du domaine qui élaborent ces recommandations, ces lignes directrices, ces exigences par rapport à un domaine spécifique. Toute organisation peut s'y référer ou non. C'est pourquoi les normes sont dites d'utilisation volontaire. Elles servent à partager les bonnes pratiques et le retour d'expérience entre les laboratoires et les organismes pour l'amélioration des produits et des services. Maintenant, il est nécessaire ici de préciser une notion très importante. Le principe d'application volontaire peut changer en fonction des pays. En France, par exemple, l'accréditation des laboratoires de biologie médicale, selon la 15189, est obligatoire. Et là, tout ce qui est réglementaire prime sur ce qui est normatif. Mais d'autres modèles d'application de la norme existent dans le monde. Et le plus intéressant pour moi, c'est le remboursement total des prestations réalisées dans des laboratoires accrédités. C'est une formule pour encourager les laboratoires à être accrédités sans pour autant les forcer à le devenir ou à l'être. La norme ISO 15189, c'est une norme qui spécifie les exigences de la qualité et de compétences applicables au laboratoire de biologie médicale. Mais elle peut aussi être utilisée par d'autres secteurs et d'autres disciplines. C'est donc une référence pour les clients des laboratoires, les autorités réglementaires et les organismes d'accréditation. Cette norme est composée de 6 chapitres, ou bien 6 parties. La première, c'est l'introduction. Dans l'introduction, on replace l'objet de cette norme dans son contexte. Il y a surtout les liens avec l'ISO CEI 17025 et l'ISO 9001. Il faut savoir que les deux versions citées dans la version 2012 de la norme 15189, à savoir l'ISO 17025 version 2005 et la 9001 version 2008, ont été revues. Donc, il faut s'attendre à une révision prochaine, peut-être très prochaine, de l'ISO 15189. Le deuxième volet, c'est le domaine d'application. C'est ce qu'on a cité dans la diapositive précédente. Le troisième point, c'est les références normatives. Et le quatrième, c'est les termes et définitions qui donnent les bases du vocabulaire nécessaire à la bonne compréhension des exigences décrites dans les deux dernières parties. Les deux dernières parties, c'est les deux parties qui nous intéressent le plus.
le chapitre 4 qui regroupe les exigences managériales et le chapitre 5 qui regroupe les exigences techniques. Donc ainsi, le respect des exigences de la norme 15189 par un laboratoire de biologie médicale signifie que le laboratoire répond à la fois aux exigences relatives aux compétences techniques et aux exigences relatives au système de management qui sont nécessaires afin d'obtenir en permanence des résultats techniques valides et fiables. Pour la partie 4, pour les chapitres des exigences managériales, on va donner un petit aperçu des exigences relatives à la qualité. Il faut savoir que cette partie est composée de 15 chapitres. La partie qualité à proprement parler de la norme fait référence donc à 15 chapitres. On ne peut pas traiter ces chapitres à part. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas construire un système de management en séparant le contenu à risque de dissocier l'ensemble. De plus, il y a plusieurs liens et plusieurs renvois entre ces chapitres. Le premier chapitre, c'est les responsabilités en matière d'organisation et de management. La norme définit spécifiquement 3 rôles. Le directeur du laboratoire, qui assure et qui assume la responsabilité pour les prestations proposées, c'est-à-dire pour les analyses et les examens, c'est en fait la personne qui valide les résultats principaux. La direction du laboratoire, qui doit prouver son engagement vis-à-vis de son personnel, qui motive son personnel et qui met à disposition de son personnel les ressources nécessaires, qu'elles soient financières, techniques ou autres. Le dernier rôle, c'est le responsable de management de la qualité. C'est le garant et l'animateur du système de management de la qualité. Le chapitre 4.2 de la norme, c'est le chapitre qui fait référence au système de management de la qualité. La norme exige au laboratoire de mettre en place un système de management de la qualité comportant l'ensemble des processus nécessaires, notamment répondre à la politique et aux objectifs qualité définis par la direction du laboratoire, afin de garantir la maîtrise des documents et des enregistrements, et là on essaye de faire des liens entre les chapitres, de gérer les contrats de prestation, de sous-traitance confiés à d'autres laboratoires, ainsi que les fournisseurs de matériel, de réactifs et de consommables par exemple. Ça permet aussi de communiquer avec le personnel, mais aussi avec l'ensemble des parties intéressées, notamment dans le cadre des prestations de conseil. Les prestations de conseil, c'est un chapitre qui va être important dans le pré-analytique, dans l'analytique et dans le post-analytique, dans la partie technique. Et enfin, le système de management de la qualité doit être en mesure d'identifier et de gérer les réclamations et les non-conformités et de déterminer les actions correctives ou préventives à mettre en œuvre, afin notamment d'initier la fameuse boucle d'amélioration continue des systèmes de management de la qualité. Pour ce faire, il est demandé de mettre en place quelques outils tels que la revue de l'adéquation des examens et l'évaluation des retours d'information des utilisateurs, surtout la collecte des réclamations clients, pour engager un processus d'amélioration continue en 4.12, pour instaurer des audits internes pour évaluer son système périodiquement, et en 4.15 pour la revue de direction et la mise en place d'indicateurs qualité pour surveiller et évaluer en permanence au travers des processus pré-analytiques, analytiques et post-analytiques. C'est-à-dire on va mettre des indicateurs pour évaluer toutes les phases, tous les processus techniques, qu'ils soient techniques, support ou management. L'ensemble devra assurer l'intégration et la cohérence de toutes les parties du système mis en place. Pour les exigences techniques, ils sont divisés selon la norme en 10 chapitres. On va essayer de donner un aperçu de chaque chapitre rapidement. Le premier, en 5.1, c'est le personnel. On entend par personnel le personnel médical et paramédical. Leur qualification, leur formation, leurs compétences et la gestion et le suivi de tous les éléments et surtout les habilitations. Les habilitations doivent être revues périodiquement, surtout en cas de changement de personnel, changement de poste ou absence de personnel. Le chapitre suivant, c'est les locaux et les conditions environnementales. Il faut faire des définitions et des enregistrements systématiques des conditions d'ambiance autorisées, c'est-à-dire les conditions pour lesquelles l'activité va se faire dans une situation
optimale, c'est-à-dire pour assurer un résultat optimal. Il faut aussi mettre en place des moyens de maîtrise et de maintien de ces conditions. Et enfin, suivre et assurer une traçabilité dans le temps de ces conditions ambiantes. Il est donc impératif de gérer les éléments nécessaires pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des prestations de santé et de sécurité de personnel. Ça va du personnel, mais aussi pour les visiteurs et les patients, ainsi que les locaux, qu'ils soient multisites, unisites, ou même les locaux de stockage et les locaux du personnel. Tous les locaux doivent être maîtrisés par rapport aux conditions ambiantes et par rapport aux conditions de conservation. Le chapitre suivant, c'est les chapitres choix et achat et gestion du matériel de laboratoire. Il donne les exigences en ce qui concerne la réception, le stockage, les essais d'acceptation et la gestion des stocks des réactifs et consommables et des équipements, ainsi que la maîtrise de la métrologie associée. On va insister sur la métrologie parce que c'est un volet très important et c'est un volet qui fait ressortir beaucoup d'écarts lors des évaluations des laboratoires. Donc, il est très, très important de le maîtriser parfaitement. Il est préférable aussi de définir une fonction métrologie à occuper par une personne qui a les qualifications et qui a les formations nécessaires pour le faire, pour l'assurer. Le chapitre suivant, c'est le chapitre préanalytique, en 5.4 de la norme. Il regroupe les orientations nécessaires pour gérer tout le processus préanalytique, à savoir les informations nécessaires pour les patients et les partenaires, les informations pertinentes pour la préparation des patients et les prélèvements, les critères d'acceptation et de refus des échantillons, les conditions de transport, de conservation, de manipulation des échantillons primaires. Toutes ces informations sont habituellement regroupées par les laboratoires dans un seul document, qu'on appelle manuel de prélèvement de laboratoire. Le chapitre 5.5, c'est le chapitre qui décrit le processus analytique. Afin de garantir la validité des résultats des examens, on y retrouve ce qu'il faut garantir en termes de sélection, de vérification et de validation des procédures analytiques et des méthodes utilisées par le laboratoire. Là aussi, on fait généralement la différence entre des méthodes qui sont dites des méthodes non validées ou bien validées par le fournisseur, c'est-à-dire c'est des méthodes qui seront adoptées systématiquement par le laboratoire et utilisées systématiquement en interne et qui nécessitent juste une vérification. Par contre, il y a certaines méthodes ou certaines techniques qui sont développées en interne par le laboratoire et ces méthodes-là nécessitent un dossier de validation particulier, un protocole de validation important qui sera évalué lors de la visite d'évaluation ou bien de l'audit d'évaluation pour l'accréditation. Le chapitre suivant, c'est le chapitre assurance qualité, en 5.6. Il est dédié à la mise en place d'une orientation ou bien d'une organisation fiable, comprenant une évaluation interne et externe de la qualité. Qu'est-ce qu'on entend par une évaluation interne et externe? Une évaluation interne, c'est l'usage quotidien des contrôles qualité internes et le suivi dans le temps des valeurs obtenues et des tendances. L'évaluation externe de la qualité, c'est les contrôles externes par comparaison interlaboratoire ou par essai d'aptitude. Donc, le laboratoire, pour les laboratoires, d'ailleurs, c'est une exigence par l'organisme accréditeur algérien. Vous ne pouvez pas déposer un dossier d'accréditation auprès d'Algerac si vous n'êtes pas inscrit à un programme de comparaison interlaboratoire. Là aussi, il faut établir une méthodologie de comparabilité des résultats fiable et approuvée en interne pour pouvoir garantir les résultats d'examen. Les 3 chapitres suivants, c'est les chapitres qui regroupent les exigences concernant le résultat. En 5.7, on a la revue, la conservation et le processus post-analytique. En 5.8, nous avons le compte-rendu de résultats avec son contenu exigé et ses attributs. Et en 5.9, la diffusion des résultats. Pour la diffusion des résultats, là aussi, la diffusion, qu'elle soit sur support papier ou sur support électronique, le laboratoire doit prouver une maîtrise absolue de ce volet. Le dernier chapitre de la norme, le dernier chapitre technique de la norme, c'est la gestion de l'informatique. Je vais insister dessus sans trop rentrer dans les détails. C'est l'un des grands chantiers des laboratoires de biologie médicale. La gestion des informations de laboratoire consiste
En fait, le produit final d'un laboratoire, c'est une information. On reçoit un prélèvement et on va rendre au final un rapport de résultat. Donc, le laboratoire doit assurer une gestion optimale de la demande à la transmission des résultats, afin notamment de garantir la confidentialité et la bonne conservation des informations patientes. On imagine sincèrement aujourd'hui très très mal notre métier sans l'informatique, ou bien sans système d'information de laboratoire, le SIL. Mais il existe encore des laboratoires de biologie médicale fonctionnant aux anciennes pratiques, principalement documentaires, peut-être exceptionnellement en privé, mais c'est très répandu en étatique et en hospitalier. Donc en fait, la partie technique, c'est la partie qu'on appelle cœur du métier, et ça regroupe un ensemble d'exigences concernant le personnel, les phases pré-analytiques, post-analytiques, avec les méthodes utilisées, le compte rendu de résultats, la gestion de l'information et les locaux et réactifs et équipements. Donc, ça regroupe l'ensemble et c'est la partie la plus importante pour les gens du domaine. On a essayé de récapituler les deux parties managériales et techniques de la norme. On va essayer maintenant de faire ressortir quelques points essentiels qu'il faudra retenir impérativement, surtout pour les futurs responsables de management de la qualité, les gens de la communauté Algeria Quality Network. Je vais commencer par la première notion, qui est très très importante, la notion d'approche processus. Comme la plupart des normes qualité, l'ISO 15189 présente un lien fort entre exigence, qualité et processus. Elle impose ainsi ce qu'on appelle une approche processus de la qualité. Tout d'abord, deux définitions sont très importantes. Processus. Processus, selon la définition normative, c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. On va le retrouver un peu plus tard sur les diapositives qui vont venir pour le système de management de la qualité. On peut donc assimiler un laboratoire de biologie médicale comme un macroprocessus qui va transformer un prélèvement en résultat final. Donc, et la deuxième définition, c'est le management des processus. Le management des processus, c'est un mode de management reposant sur la logique, l'analyse et le bon sens. Il est adapté aux logiques de fonctionnement des entreprises de production, mais également de services et de prestations. Donc, mettre en place un mode de management par processus permet de répondre à la complexité du système par une meilleure coordination des activités et par un meilleur accroissement de la satisfaction des clients et des autres parties intéressées. Généralement, la norme demande à ce que le laboratoire fait, par rapport au processus, par rapport à la cartographie de processus, par rapport à la fiche processus, 6 étapes, essentielles. Tout d'abord, il doit identifier